Merci pour la question. On va passer la parole à notre confrère Obargui de MNTV. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Je vais vous poser une question aussi simple, claire et limpide, au sujet de la démocratie congolaise. Monsieur le Président, de 91 à nos jours, peut-on, à votre niveau, obtenir la lecture de la démocratie au Congo? Autrement dit, peut-on voir ou penser que la démocratie congolaise va bien? Je ne pense pas, pour une simple raison. En 1991, nous nous sommes mobilisés, on s'est battus et on a tenu la conférence nationale souveraine. Cette conférence nationale souveraine nous a permis d'arrêter un certain nombre de choses. Première chose, c'est le pardon. Que dans ce pays, désormais, on accepte le pardon réciproque. Ça a été vraiment poignant. Je ne sais pas si vous étiez à la conférence souveraine, vous avez vu comment le président Yombi sort de prison après 11 ans d'incarcération et le président Sassou, qui était président de la République, les deux se sont salués et nous nous sommes tous lavés les mains. Ce qu'on a appelé la cérémonie de lavement de mains. Nous sommes réconciliés. À la conférence nationale souveraine, nous avons décidé que désormais, l'opinion politique ne constitue pas un déni. Ce n'est plus un délit qui peut vous conduire à la prison parce que chacun de nous a son point de vue. Donc il faut accepter la différence. En 1991, nous avons décidé que désormais, seul le vote départage des prétendants. Mais un vrai vote est réel. En 1991, nous avons décidé que dans ce pays, quel que soit le citoyen congolais, il a le droit de choisir. Donc permettre aux Congolais de choisir librement qui il veut comme son gouvernant, y compris dans les élections locales, les élections législatives. C'était des grands acquis. Donc nous avons balisé tout ça. Maintenant, après avoir balisé tout ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait passer à la phase pratique. Donc nous devrions, les gouvernements qui ont suivi, devaient arriver à l'application de ça. Il y a eu la transition de Milongo pendant 12 mois, qui n'avait pas grand-chose à faire. Son problème, c'était de préparer les élections. Mais moi, je pense que les élections qui ont suivi, qu'elles soient législatives, qu'elles soient locales, qu'elles soient présidentielles, étaient les élections réellement transparentes. Et pour la première fois dans notre pays, nous avons fait le meilleur découpage électoral en respectant les critères internationaux. Donc, nous avons mis les bases d'une vraie démocratie. Il fallait maintenant passer à l'exercice. Que les Congolais qui ont pendant longtemps vécu sur le mono apprennent maintenant à vivre sur la pluralité politique. Parce que nous avons passé d'un parti politique à plusieurs partis politiques. Même s'il y a des gens qui s'amusent à créer des partis, ils sont deux, ils vont créer un parti, tout ça. Mais ce n'est pas grave, c'est l'apprentissage, l'évolution allait faire en sorte que les regroupements devaient se faire. Donc ça, c'est vraiment un acquis, 91-92. Mais à partir de 92, nous avons organisé une bonne élection présidentielle. Après, alors là, les affaires ont commencé. Déjà, rappelez-vous les élections législatives de 93, où nous avons été obligés de mettre un comité restreint pour statuer. Nous avons été obligés de nous déplacer à Libreville pour nous départager dans les revendications et autres. Et tout ça, ce climat n'a fait que s'empirer jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, nous ayons perdu le sens de régler nos problèmes assis autour d'une table et nous sommes arrivés aux événements de 97, dont la démocratie a souffert. Après la guerre de 97, je peux vous avouer, moi personnellement, mon idée profonde était de revenir aux normes définies par la conférence nationale souveraine. Et là, nous sommes rentrés en divergence. Là, nous sommes rentrés, j'étais encore ministre, mais nous sommes rentrés en divergence. Je n'étais pas d'accord avec l'évolution qu'on a prise avec la Constitution du 20 janvier. Le régime présidentiel, je n'ai jamais partagé ça. Parce qu'en Afrique, il faut savoir partager le pouvoir. Le régime présidentiel, c'est le pouvoir bien individu. Quelqu'un a une... Mais les gens n'ont pas la capacité encore d'exercer le régime présidentiel. Comme ça se passe aux États-Unis, c'est tout à fait différent. Vous voyez qu'aux États-Unis, il y a un régime présidentiel, mais le Parlement peut bloquer un président quand il prend une décision qui n'est pas conforme aux institutions américaines. Il bloque, ça ne passe pas. Actuellement, Obama a des problèmes pour interdire l'achat libre des armes. Il a des problèmes pour faire accepter l'accord signé avec l'Iran, parce que le Parlement, l'opposition est majoritaire, ça ne passe pas. Mais lui, il n'ose pas utiliser la Constitution parce qu'il peut se passer de ça en bloquant. Mais ça ne réglerait pas le problème des États-Unis. Or, nous ne pouvons pas faire ça. Il faut en arriver là. C'est ça le sens de notre combat d'aujourd'hui. Nous voulons qu'on revienne à ça.
Il faut que 2016 nous permette de dire non, ça suffit. Il n'y a plus de guerre dans notre pays. Repartons sur de nouvelles bases pour que ce soit ainsi la démocratie. Et c'est la seule chance pour nous de nous développer économiquement. Monsieur le Président, nous sommes la voix des sans-voix. Permettez que je vous pose une deuxième question. Ça sera aussi la dernière. Alors, que pensez-vous de ce que disent, vu à la loupe, l'opposition congolaise était ramassée d'hommes et de femmes qui s'unissent leur destin pour espérer obtenir la disqualification de l'actuel chef de l'État, qui est l'administration des Sceaux, contre qui ils nourrissent une haine sans borne? Bon, ça c'est une très bonne question. À la fois personnelle. À la fois personnelle. Je vous avoue, moi personnellement, je n'ai jamais eu de haine pour quelqu'un. Je suis un homme indépendant, je ne peux en vouloir à personne, à titre personnel. Pas même à Denis Sassou Nguesso. Mais je n'ai rien à en vouloir à Denis Sassou Nguesso. D'accord. J'ai fait mes études, j'ai préparé ma carrière, je vis bien. Donc par conséquent, je n'en veux à personne. Donc aucune haine. Vous ne pouvez pas savoir que moi, je suis le seul qui est menacé de démissionner à plusieurs fois du gouvernement. Pourquoi? Non. Attention, il n'y a pas de haine. Et l'opposition, ce n'est pas un ramassis des gens qui n'en veulent qu'au président de la République. Non. Pourquoi les individus? Nous aurions faussé si on s'intéressait aux individus. Si c'est une question d'individus, moi je ne ferais rien du tout. Moi je l'ai souvent dit. Si c'est pour me battre contre les individus, je préfère ne pas faire la politique. Je fais la politique parce que j'ai un objectif. Il n'est pas normal. Vous voyez, après la guerre, je suis venu d'entrer dans ma maison ici parce que le quartier là était invivable. On ne pouvait pas vivre ici. Et les habitants de ceux qui étaient ici m'ont dit, mais vraiment, monsieur, disons, venez rentrer dans votre maison, peut-être qu'on aurait un peu plus d'éclaircie et tout ça. J'ai décidé de refaire ma maison qui est de l'autre côté pour venir vivre ici. J'ai mis des projecteurs partout pour que les habitants de ce secteur-là soient sécurisés. Donc moi, je ne vis pas pour ça. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit, je vis bien. Moi. Mais pourquoi les autres doivent vivre mal? Ils sont congolais comme moi. Pourquoi? Moi, j'ai la possibilité, pendant que nous parlons là, je peux dire, bon, écoutez, j'ai mal au genou ici, demain il faut que j'aille à Paris voir mon médecin. Mais est-ce que le Congolais moyen a la possibilité de le faire? Est-ce qu'il a la possibilité de le faire? Alors, il faut qu'on arrive à ça. Là, mon seul objet pour faire la politique, il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Pour le bien des autres. Pour le bien des autres. Mais on est heureux lorsque les autres sont heureux. Donc, si vous êtes heureux seul, ça veut dire que vous n'êtes pas heureux. C'est ça mon principe. Ce n'est pas l'altruisme. J'ai fait la politique pour ça. Je suis un vieux militant, je n'ai pas prêt à militer. Je n'ai jamais milité au PCT. J'ai commencé à militer dans ma jeunesse, jusqu'à devenir président de l'association d'étudiants congolais en France, devenir vice-président des affaires panafricaines de la Fédération d'étudiants d'Afrique noire en France. J'ai rencontré des grandes personnalités en Algérie, j'étais dans les maquis et j'étais dans les pays de l'Est pour prendre l'expérience des autres. Et si la politique consistait seulement à venir s'enrichir, les pots, j'ai passé dans la voiture pendant que les autres tuent, moi je ne la ferai pas. Parce que vous avez fait une belle carrière en tant qu'économiste. Absolument. Ça s'entend. Monsieur le Président, une question d'intérêt général et particulier aussi. Alors, après beaucoup d'années de combat, permettez-moi, de résistance pour la vitalité de son congolaise, l'opposition s'est ouverte aujourd'hui à une vague de jeunes, et plus précisément 2 ministres du gouvernement. Quelle appréciation faites-vous de cette arrivée? Est-ce une menace? Deuxième question, je vous en prie. Un pays d'Afrique noire, un pays voisin, je veux dire, vient de nous démontrer le passage d'un président à un 3e mandat. Par expérience africaine, je vous entends souvent parler. Bon, Sassou va passer en force, va passer, il n'y aura jamais un 3e mandat au pays. Mais de l'autre côté de vos adversaires, on pense que le peuple doit sanctionner cela pour qu'on sorte de cette crise. Alors, Président, quelle est la place du peuple dans ce débat? Bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette question-là. Vous voyez, si je prends le Burundi, c'est un pays qui a connu une guerre civile atroce. Le président Nkurunziza était dans le maquis, hein? C'est un guerrier. Comme on parle de guerrier ici aussi. Alors, est-ce qu'il est venu, il a fait sortir son aspect de guerrier ou bien il a fait sortir son aspect d'homme politique? Je pense que c'est l'aspect de guerrier qui l'a emporté et non l'aspect d'un homme politique. Un homme politique sérieux,
n'aurait pas pu faire ce qu'il avait. D'abord, c'est une honte pour lui-même. Au Burundi, il y a 2 textes fondamentaux. Vous avez la constitution de Burundi qui limite le nombre de mandats à 2. Vous avez l'accord d'Arusha qui fixe les conditions de paix dans leur pays, comment gouverner l'État. Il a foulé au pied les 2. C'est une honte pour lui. Je n'ai aucune considération pour ce genre de personne. Ce n'est pas bon ce qu'il a fait. Et j'espère que les Burundais seront réglés ce problème. Ce n'est pas encore fini, hein. Ce n'est pas parce qu'il a proclamé, il a posé seulement que c'est fini. Non, le problème n'est pas réglé. Il faut que le Burundais arrive à s'asseoir autour d'une table pour régler pacifiquement cette question-là, que le président Gourouza revienne à la raison. Monsieur le ministre, vous permettrez qu'on apporte une précision à nos téléspectateurs que dans ce cas du Burundi, le premier mandat n'était pas constitutionnel. C'est là où ça crée des problèmes actuellement lorsqu'on interprète les textes. Donc, oui, mais... apporter une nuance tout de même, simplement pour... D'accord, mais je vous apprends qu'il y a eu l'accord d'Arusha après ça. D'accord. Donc par conséquent, qui vient compléter et suppléer la Constitution, parce que tout un accord politique est au-dessus d'une Constitution. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise. C'est lui qui crée la crise. Au Congo, il n'y a pas de crise politique. La crise politique est créée artificiellement par le président et son parti. Parce que s'il avait respecté normalement la loi, il n'y aurait pas de crise. Aujourd'hui, on serait en train de préparer les élections présidentielles. C'est tout. Et le problème qui allait se poser, c'est simplement parce que depuis 2002, on n'a pas eu de bonnes élections. Qu'il fallait qu'on s'asseye à nouveau pour revoir la gouvernance électorale. C'est tout. Il n'y a pas de crise dans notre pays. La crise est liée simplement par le refus de respecter les textes et d'accéder à la bonne gouvernance électorale. Et nous, qui sommes des gens de paix, vous savez ce que nous avons proposé? Avant même qu'on arrive à la paix de Diatta, nous avons déposé nos documents à la présidence de Diatta, le dialogue alternatif, pour dire au président Sassou, vous avez maintenant 2 points de vue. Alors, créer les conditions dans la recherche d'un compromis. Le pays a besoin de ça. Et au-delà de ça, nous avons même dit, bon, si nous n'arrivons pas, alors il faut faire appel à un médiateur international. Comme ça s'est passé en Guinée. Vous avez vu en Guinée, le président guinéen dit, moi je vais aux élections, si les autres ne veulent pas. L'opposition dit, moi je boycotte des élections. Et finalement, un médiateur international des Nations Unies est arrivé. Ils ont trouvé le compromis, ils viennent de signer un accord politique. Et ça, c'est bon pour le pays. Mais l'entêtement, ce n'est pas bon. L'entêtement, ce n'est pas bon. Il vaut mieux arriver à des compromis. Et c'est ce que nous proposons au président Sassou. S'il ne vient pas au compromis, c'est lui qui aura détruit ce pays. Et la place du peuple dans ce débat? Mais la place du peuple, le peuple c'est qui? Le peuple c'est nous. Le peuple nous observe. Le peuple, ce n'est pas le référendum. Il ne faut pas croire que le fait qu'il dit on va au référendum, que c'est le peuple, pas du tout. C'est quand même le souverain primaire, monsieur. Mais le souverain primaire n'a jamais été pris au sérieux dans notre pays. Pourquoi? Parce que les proclamations des élections, tout était triché. Si on fait un vrai référendum dans ce pays, il y aura plus de 85% de non. 85% au moins de non. Alors, pouvoir. Mais puisque ce sera triché. Vous avez vu? Le ministre Mboulou a déjà lancé la révision des fausses listes électorales. Vous révisez le faux, vous tomberez sur le faux. Il a déjà lancé ça. La révision des fausses listes électorales. Nous allons lui répondre à ça, à partir d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas sérieux. Donc le peuple ne doit pas être pris dans le piège. Il faut le libérer. Mais un peuple piégé n'a plus de force. C'est ce qui est en train de se faire. Donc le référendum qu'on a un peu envisagé, ce n'est pas un vrai référendum. C'est pour ça que nous le combattons. Il ne faut pas qu'il ait lieu. Et nous allons appeler notre peuple, si jamais il s'entête à l'organiser, à le boycotter sérieusement. Et les partis politiques. Pacifiquement, nous entendons. J'ai dit sérieusement. D'accord. Et l'arrivée de 2 ministres à l'opposition. Oui, l'arrivée de 2 ministres à l'opposition. Non. Ils ont exercé leur droit de citoyenneté et de patriote. Parce qu'aujourd'hui, demander au président Sassou de respecter la Constitution, il faut être un patriote, il faut être un vrai citoyen congolais. Ils ont exercé ce droit-là, nous ne pouvons pas leur refuser de l'exercer. Voilà pourquoi ils sont venus avec nous, ils ont entendu cette voix, ils ont dit, la voix est la même que nous. Bon, venez, qu'il y ait jonction des voix. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Nous souhaitons même qu'il y en ait plus, qui viennent. Vous voyez? Vous voulez la vedette? Mais nous n'avons pas de problème de vedette, nous ne sommes pas complexés par ça. S'il n'y a pas de problème de vedette, il n'y a rien du tout. Nous avons un objectif commun, c'est la défense des institutions. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de vedette. La personne qui a la vedette aujourd'hui, c'est le peuple congolais. Parce que c'est lui qui a le dernier mot, en dernier ressort. C'est lui qui a le dernier mot. Ça sera donc la transition qui nous permettra d'aller au dernier chapitre de cette édition. Et c'est un
chapitre qui concerne l'actualité internationale. L'actualité internationale qui reste marquée par les travers de l'immigration clandestine que subit principalement le continent européen. Le sujet s'est invité à la rencontre, on va dire, économique entre les États-Unis et l'Afrique aux États, qu'est-ce que j'allais dire, au Gabon. Nous aimerions, vous, en tant qu'homme politique, ayant des visées agrégé la magistrature suprême, s'il arrivait que vous commandiez, vous me gérerez non seulement les questions nationales, mais également les questions d'ordre international. Cette question liée à l'immigration clandestine, qui concerne en grande partie également l'Afrique, liée principalement aussi à la malgouvernance des États africains. Est-ce que cette question vous touche lorsqu'on connaît les conséquences de l'immigration clandestine à travers le monde? Ah oui, moi je suis vraiment attristé de voir ça. Je suis attristé et choqué, je vous assure, de voir chaque jour des milliers de personnes qui meurent en mer Méditerranée. C'est même pas, c'est l'immigration de la misère. Les gens fuient la misère. C'est comme ici, nous sommes dans cette période où il prend feu, qu'est-ce qu'on fait? On va fuir chacun de son côté, parce qu'il y a le feu. Mais ces gens vont vers l'Europe parce qu'il y a le feu à domicile. Le feu à demeure, il n'y a pas de travail chez eux, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Alors ils pensent qu'en Europe, ils seront mieux. Peu importe. Alors, il joue sur un calcul. Bon, c'est un dé qu'on jette, qui te double. Si je traverse, c'est bon. Si je meurs, tant pis. Voilà comment ça se passe. Et c'est que l'homme doit être poussé à avoir un tel raisonnement aussi primaire. C'est très grave ce qui se passe. Et là, nous sommes, nous les Africains, responsables de cette situation-là. Parce qu'il faut développer nos pays, il faut supprimer l'inquisition dans nos pays, il faut supprimer l'arbitraire et la dictature pour que nos pays se développent, que les investissements viennent. Et en ce moment, il y aura du travail pour chacun et pour tous. Et s'il y a du travail, mais les gens, moi je travaille, pourquoi voulez-vous que j'aille perdre mon temps en Europe si je travaille sur place? Non, moi j'ai attristé pour ça. Déjà j'étais choqué de voir que beaucoup de jeunes Congolais, pendant que l'état de notre pays, nous ne sommes pas dans ce cas-là, mais nous avons quand même beaucoup de jeunes Congolais qui ont fini leurs études ou qui sont allés en spécialité en Europe, qui ne reviennent plus, qui restent là-bas parce que... Moi j'ai appelé un jeune médecin, il venait me voir un jour à la maison, il dit à grand frère, je dis, oh, mais toi tu as fait des études de médecine? Il dit, oui, tu as fini? Oui, j'ai fini. Mais tu es venu faire quoi ici? Oh, j'ai venu faire la spécialité. Tu as fini? Oui. Mais pourquoi tu ne repars pas au pays? Il met la main dans la poche, il me sort son bulletin de salaire. Il dit, regarde ce que je gagne ici. Si je m'en vais au pays, vraiment, combien je vais gagner? Vous voyez? Et un jour, j'ai appelé un jeune ici, un jeune médecin qui vient d'arriver, c'est le premier mois. Je demande son bulletin de salaire, il gagne 85 000 francs. J'ai dit, oh, c'est tout ce que tu gagnes? Il dit oui. Mais lui, avec ce salaire-là, si j'étais trouvé en Europe, il ne reviendrait plus ici. Pour un bac plus 7, sinon 8 lorsqu'on... Voilà la réalité. Non seulement ça, nous avons un médecin dans la salle là. Il est médecin, plein d'expérience et tout ça, il est à demeure. On est incapable de l'affecter dans un hôpital quelconque. C'est ça le Congo. Et l'Afrique, le Congo n'est pas particulier, l'Afrique est comme ça. Alors, il faut lancer un appel. Au lieu de chercher le pouvoir à tout prix, le pouvoir, il faut travailler pour les peuples africains et éviter ce drame qui se passe en Méditerranée. C'est comme ça que les Européens nous respecteront. Et il faut bien surveiller nos frontières, mais en même temps, il faut arrêter avec l'arbitraire. Parce que ces gens qui vont dans les frontières, parfois ils forcent. C'est parce qu'il y a arbitraire, il y a inquisition, il y a misère dans leur propre pays. C'est ça le problème. Et j'ai bien géré les frontières. C'est pas l'inquisition, mais lorsque vous présentez un cadre de vie normal dans un pays, vous avez des arguments. Mais lorsque le cadre de vie n'est pas viable, vous perdez des arguments pour surveiller vos frontières. Donc ce que vous dites, c'est important, réfléchissons-en. Maintenant, pour revenir à l'affaire de l'IDC avec nous. Mais est-ce que nous pouvons infléchir la majorité présidentielle? Vous multipliez les initiatives pour faire barrage à l'administration. Mais le problème, c'est le peuple. C'est qui peut mobiliser le peuple pour amener le président Sassou à fléchir son genou. Notre objectif, c'est ça. C'est d'amener le peuple congolais à comprendre. Et notamment à travers vous aussi. Si la presse explique réellement ce qui est dans le pays, je vous assure que les Congolais comprendraient et le président Sassou ne peut plus, ou bien c'est obligé, ne peut plus continuer à faire le job là. Vous voyez comment on est en train comment on appelle ça, de violer la conscience des jeunes.
Il y a un truc qui vient de se créer là, Pona et Kolo. L'autre jour, j'avais dit que c'était une milice, mais ça fait honte de voir des jeunes Congolais se lancer comme ça, faire du n'importe quoi, de parcelle en parcelle, pour défendre une constitution et un troisième mandat pour le président Sassou. Ce n'est pas sérieux. Moi, j'appelle ça l'embrigadement de la jeunesse. Et c'est très grave. Les jeunes doivent se révolter et refuser cela. Ce n'est pas la liberté de la démocratie où chacun... Ce qu'ils font, c'est l'inquisition, ce n'est pas la liberté. Nous savons... Ils l'ont fait d'initiative propre. Hein. Non, ça a coût d'argent. Vous voulez qu'on sorte tout dans la rue? D'accord. On leur a donné des millions pour faire ce qu'ils font. C'est vous qui le dites. Ah non, c'est pas moi le qui, c'est la réalité. Ils n'ont qu'à venir démentir. Ok. Monsieur le Président, pour enchérir sur la question de mon confrère, dans votre alliance avec l'IDC, on sait que la plupart des membres de l'IDC sortent fraîchement de la majorité et donc sont comptables de la gestion que vous déplorez de Denis Sassou Nguesso. Vous ne craignez pas qu'il y ait tâches et je dirais même vices, parce que lorsque la procédure est faussée et que vous ayez avec vous des loups plutôt que des agneaux dans votre poulailler et que votre action ne sera peut-être pas menée à bien. C'est juste une réflexion. Non, ils ne sont pas sortis de la majorité, ils sont toujours de la majorité. Mais ils sont avec nous sur un point précis, sur la démocratie. Parce que là-bas, ils sont en divergence, ils ont décidé de leur joindre leur voix à nous. Ils sont toujours la majorité, n'oubliez pas ça, ils sont toujours à la majorité présidentielle, hein, mais ils sont venus avec nous parce que le débat sur la Constitution à choc, ils ont dit, ben, pourquoi ne pas joindre nos voix à ceux qui se battent pour le respect de la Constitution. C'est tout, hein. C'est tout. Pour l'instant, la question politique n'est pas encore posée. D'accord. Ce sera donc votre mot de fin. Monsieur le ministre, nous vous disons merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous et de débattre de toutes ces questions liées à la vie de la nation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans le cadre de cette émission spéciale avec, je le rappelle, Mathias Ndian, ancien ministre de l'économie, nous l'avons dit, politique en tout cas avéré et chevronné de ce pays, et qui plus est, et comme vous le savez, père de famille. C'en est fini pour cette